Il y a presque un an, je me suis lancé dans un nouvel univers qui est de découvrir comment fonctionne le workflow et surtout les images que l'on peut faire avec une caméra de cinéma. Une vraie caméra de cinéma qui est faite pour ça à la base et je vais tout expliquer. Alors bien sûr, on peut dire ce que l'on veut sur les caméras, les boîtiers style FX3, FX6, les Blackmagic Pocket, le Nikon ZR qui se veulent être des caméras cinéma, en tout cas c'est comme ça que c'est vendu par la marque. En réalité, elles sont pas vraiment adaptées. Alors il y a bien sûr certaines productions qui nous ont déjà prouvé que c'était complètement possible de tourner avec une FX3, un iPhone par exemple, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce que quand on a toute une équipe qui travaille au service de l'image, on a pas mal de choses qui vont rentrer en compte, que ce soit pour le tournage, mais aussi pour la post-production. Et on se rend compte rapidement qu'en utilisant un boîtier comme celui-ci, dans la plupart des cas, pour les grosses productions, encore une fois, je parle, en fait, c'est plus contraignant d'utiliser un petit boîtier comme ça qu'une grosse caméra qui est beaucoup plus chiante à utiliser parce que c'est gros, c'est lourd, ça nécessite beaucoup de personnes tout autour, mais c'est plus adapté. Pour commencer, il me fallait une caméra. Alors, sur le marché des caméras professionnelles, on a trois grands piliers, Arri, Sony et Red. Et bien évidemment, comme on n'est pas sur des caméras qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires et qu'on est vraiment sur le haut niveau, comme tout, ça coûte cher et il faut savoir en fonction des marques et des modèles qu'on tourne aux alentours des 30, 40, voire même 100 000 euros pour le corps caméra. Oui, j'ai bien dit le corps caméra, donc juste le capteur. Et après, il va falloir accessoiriser et on parle de plusieurs milliers d'euros supplémentaires. En quelques mots, ce qui va définir comme ça une caméra de cinéma, déjà d'extérieur, la première chose que l'on voit, ça va être le carrossage général de l'équipement. La robustesse, tous les points de montage, la monture, la rétrocompatibilité de tous les accessoires, que ce soit les accessoires de la marque, mais également les autres équipements qu'on va venir ajouter tout autour, et donc forcément les connectiques, la compatibilité avec tout le workflow que l'on va mettre en place tout au long de la chaîne de production, les performances d'enregistrement et bien évidemment le rendu final de l'image qui, on pourrait dire, est beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux qu'une image sortie par exemple tout droit d'un Sony A7 IV qui est quand même très sharp, vraiment très numérique. Ici non, c'est beaucoup plus naturel et le bruit, du bruit chromatique sur un boîtier, alors qu'ici quand même, on est quand même sur un bruit qui s'apparente plus à du grain. L'avantage d'une caméra de cinéma, c'est comme le top du top dans l'automobile, c'est pas renouvelé tout le temps. Tu peux prendre une caméra qui a 8 ans, ça sera excellent, tout simplement parce que c'est le top du top de la technologie et c'est ce qui alimente même la technologie que l'on a aujourd'hui dans nos hybrides. J'ai décidé de partir chez Red pour plusieurs raisons, notamment que ils ont quand même une gamme qui est beaucoup plus large et suite à plusieurs choix marketing, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de modèles sur le marché de l'occasion. Suite à de nombreux choix marketing, ils ont finalement fini par couler leur propre gamme la plus utilisée, la fameuse série DSMC2. En fait, Red utilise un système de génération et d'écosystème qui s'appelle DSMC, ce qui signifie que les accessoires de la gamme DSMC2 seront compatibles uniquement avec les caméras DSMC2, mais pas DSMC3. Le capteur Dragon, c'est probablement l'un des meilleurs capteurs qu'a conçu Red, et par chance, c'est justement le capteur qui est embarqué dans toute la série DSMC2, la fameuse série qui a été commercialisée de 2014 à peut-être 2019, si je dis pas de bêtises. Mais en fonction des modèles, ce capteur, il va avoir une taille et des caractéristiques différentes. Ils sont tous en Super 35, mais ils vont avoir des rapports hauteur-largeur un poil différents en fonction des modèles. Tu vas avoir la Raven, c'est le modèle entrée de gamme de chez eux de la gamme DSMC2, c'est un capteur 4K. La Scarlett W que j'ai ici qui a un capteur 5K. On a la Dragon X qui est probablement l'un des meilleurs capteurs, c'est un capteur 6K. Franchement, j'aurais pris ce modèle-là si j'avais eu le choix, mais c'est un modèle qui est plutôt rare. La Gemini 5K qui a la particularité d'avoir un double ISO natif. C'était vraiment ce modèle qu'il fallait avoir pour faire de la basse luminosité. Encore une fois, ça c'était le modèle que je voulais absolument avoir, mais encore une fois, c'est rare et ça coûte cher. Et enfin, la Helium et Epic W qui sont elles en 8K. Je te parle quand même de la Red Komodo et de la Red Komodo X qui est beaucoup plus récente et qui est en DSMC 3. C'est à l'heure actuelle vraiment l'entrée de gamme de chez Red. Des Komodo, t'en as vraiment plein d'occasions et puis en plus vraiment pas cher parce que depuis, il y a Red qui a vraiment fait chuter les prix de la Komodo. Mais moi, je voulais absolument pas une Komodo parce que c'est pas un capteur Dragon et en termes de qualité d'image, on est nettement inférieur par rapport à ce que je peux faire avec ça. Et la Komodo X, c'est une caméra que j'aurais vraiment adoré avoir. Et quand j'ai acheté celle-ci, les prix étaient quand même assez haut, on était encore à 7000 € boîtier nu. Et pour avoir fait des essais caméra en comparant ma Scarlett W à la Komodo X, honnêtement, mis à part la sensibilité qui effectivement est bien meilleure à l'heure actuelle sur la Komodo X, c'est la même image. Et donc finalement, je suis parti sur une Red Scarlett W capteur Dragon 5K. C'est une caméra qui date de 2016, donc presque 10 ans. Mais comme je te le dis, à l'époque, on était vraiment en avance dans le monde du cinéma. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle était quand même meilleure que la Raven de par sa résolution, les débits,
les framerates que l'on a avec. Elle peut monter en 5K jusqu'à 60 images par seconde. Et non, elle peut faire beaucoup plus. Ah oui, pardon, j'avais pas vu, tu peux faire de la 4,5K jusqu'à 100 images par seconde ou de la 4K 150 images par seconde. Tu peux encore monter. Ah oui, effectivement, t'as de la 3K jusqu'à 200 images par seconde. Non, on va directement en 2K. Non, c'est une blague, tu peux faire de la 2K jusqu'à 300 images par seconde. Non, 301 images par seconde. Le 301 est très important. Et tout ça bien évidemment en RAW. Ouais, en RED RAW, en R3D en fait. Sur les caméras RED, tu peux enregistrer que en RAW. Enfin, t'as aussi du ProRes, mais c'est pas vraiment intéressant. T'as plus de contraintes à enregistrer en ProRes. Et si tu veux faire des proxys, bah tu peux quand même. Ah bah désolé, excuse-nous. Bah j'y peux rien, sur une caméra comme ça qui a été destinée vraiment au monde du cinéma, il n'y a aucun intérêt à avoir du H264. En fait, on veut vraiment avoir le maximum, le plus de flexibilité. Non, plus sérieusement, on va en reparler de tout ce qui est HFR, High Frame Rate, puisque bah bien évidemment, je te dis que ça peut filmer à 301 images par seconde, mais tu perds énormément en qualité, donc tu filmes jamais à 301 images par seconde. Mais par contre, 150, 200, et bah c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai choisi cette annonce, cette caméra en particulier? Et bah tout simplement parce qu'elle était bien équipée avec tous ses accessoires. Et comme je te le disais tout à l'heure, les accessoires ça coûte très cher, donc vaut mieux l'acheter tout équipé. Et puis surtout, elle avait pas trop d'heures au compteur, parce que oui, il y a un compteur interne. Donc bien évidemment, à partir du moment où tu l'allumes, c'est comme une voiture quand tu commences à rouler, et bah tu lui mets des heures. Et donc bah forcément, elle perd de la valeur. Autrement dit, à chaque fois que tu l'allumes, d'une certaine manière, tu perds de l'argent. Ça, c'est la facture d'origine de la caméra. C'est un sacré montant et on était vraiment sur l'entrée de gamme de chez Red parce que pour les Helium, eh ben, on était dans les 40, 50 000, ça dépend de comment elles étaient équipées. Il y a pas mal de choses sur cette facture parce que comme je te le disais, eh ben, une caméra de cinéma toute seule, ça ne fait pas grand chose puisqu'en fait, on a le corps caméra, donc c'est le module qui est ici en gris, mais à ça, il faudra ajouter le module média, donc c'est ce petit boîtier qui est sur le côté pour ajouter les Red Minimag. Ce sont des disques bien évidemment propriétaires qui coûtent une fortune et donc bah, avec ça, il faut forcément le lecteur. Ensuite, il te faut l'expander, c'est ce module noir à l'arrière. Il existe plusieurs versions et c'est là-dessus en fait que tu vas venir mettre ta V-Lock et que tu vas avoir toutes les connectiques. Autrement dit, sans ce module, tu peux pas allumer la caméra. Donc la monture, on avait le choix à l'époque entre la PL, donc ici j'ai la Titanium PL, donc c'était le haut de gamme. Et puis on a la monture EF aussi. On a aussi la catégorie de monture Motion Mount, donc c'est tout simplement des montures, par exemple une monture PL avec à l'intérieur un filtre ND variable. C'est une dinguerie. Et puis enfin, il faut ajouter l'écran, 1400 € à l'époque. Tout ce qui est grip, alors tu as plusieurs types de poignées, moi j'ai pris celle-ci, c'est la plus simple. Tous les câbles et encore une fois ça coûte très cher, c'est pour ça que si tu peux les acheter avec, c'est le top. Il y a 400 balles de câbles dedans. Et puis les filtres OLPF, on y reviendra. S'ils sont pas avec, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir le OLPF standard qui est déjà équipé sur la caméra. Voilà, on est pas mal. Maintenant on va pouvoir ajouter une V-Lock et puis une série d'optiques ciné, puisque oui, il n'y a pas d'autofocus, tout est manuel. Donc il faut choisir une belle série. Une fois que tu as tout ça, c'est bon, tu peux l'allumer. Ça me coûte de l'argent de l'allumer. Hein. Oui, ça met un petit moment à allumer. Hein. Démarrer le réacteur nucléaire. Je vais pouvoir commencer à filmer. Le problème, c'est que là, c'est tellement lourd, ça passe pas sur un Ronin, ça va être compliqué à main levée, je peux pas faire de b-roll. Même mes travelling, ça va être compliqué, donc en fait, il faut que j'utilise sur pied, quoi. Et oui, ça c'est vrai, je te l'avais pas dit, mais sur ce genre de caméra, on n'a pas de capteur stabilisé. Et à l'époque, ça n'existait pas le gyroscope pour pouvoir stabiliser ses plans avec Gyroflow. Donc si tu veux réussir à faire des plans bien smooth, des beaux travelling, il va falloir que tu utilises ce genre de petit Steadicam, un Ronin ou encore une crosse épaule, et que tu apprennes à bien filmer pour pouvoir avoir des plans bien smooth, parce que là, une petite erreur ne pardonne pas. Du coup, c'est bon, t'arrives à filmer tout seul à main levée? Bah écoute, j'essaye, mais c'est un petit peu la galère, on va pas se le cacher, tout seul, c'est compliqué quoi. Et du coup, c'est quoi ça? Ça en fait, c'est ce qui va permettre justement à un assistant caméra de prendre la main sur tout ce qui est réglage de l'optique à distance. Donc il va pouvoir faire la mise au point et c'est vrai que c'est la solution en fait quand tu veux filmer avec des optiques ciné avec ce genre de cam quoi. Tu connais le DJI Focus Pro? Non, c'est quoi ça? Tiens, prends ça. C'est quoi ça? C'est tout petit? C'est un système qui permet de faire l'autofocus par lidar. Attends, ça veut dire que genre là, je peux avoir un autofocus avec la RED? Oui, et ça marche plutôt bien. Bah attends, je vais installer ça tout de suite et je te dis. Hein. Bon alors ça, c'est effectivement ma config par défaut quand je veux filmer à main levée. Alors elle est pas complètement au complet d'habitude. Je mets la petite poignée RED sur le côté et puis je mets aussi la top handle avec les fixations pour pouvoir mettre ma sangle et faire en sorte que la caméra elle soit quand même posée au niveau du dos, que j'ai pas tout à supporter parce que je t'avoue que filmer toute la journée à main levée avec ça, c'est compliqué. Comme tu peux le voir juste au-dessus,
Au-dessus, j'ai le système LiDAR et c'est ce qui me permet aussi d'avoir cette deuxième poignée. Et franchement, ça marche vraiment bien dans la plupart des cas. De toute façon, je t'ai fait une vidéo détaillée là-dessus. Et après, en termes de stabilisation, on va pas se le cacher, il faut quand même apprendre à filmer à main levée, donc avoir des plans qui sont bien smooth parce que là, t'as pas le droit à l'erreur. Mais par contre, comme la caméra elle est très lourde, physiquement, ça fait qu'elle se stabilise par elle-même. Tu vas avoir des plans qui sont très loqués, chose que si tu ferais avec un boîtier beaucoup plus léger, on aurait plein de micro-tremblements. Après, si tu veux des plans plus stables, ici j'ai mon DJI RS4 Pro, ça passe sans problème dessus. Faut pas non plus abuser, donc il faut mettre la caméra à nu. Là, comme tu peux voir, j'ai enlevé l'écran. Normalement, il faut le déporter sur le côté. Et au niveau de la batterie, là, je l'ai pas mise, mais il faut utiliser des petites batteries en 99 Wh. Pour les optiques, ici j'ai mis une focale fixe parce que le DZO Kata Zoom, ça ne passera jamais. Mais j'ai quand même le système LiDAR et on est sur une config utilisable. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose de très lourd, donc ce sera mieux d'utiliser le ring de chez Tilta pour pouvoir l'accrocher avec l'Easy Rig. Mais même avec ça, on aura toujours un problème, c'est que en fait, on a quand même des micro-vibrations à l'image et ça, c'est assez problématique, surtout que dans certaines conditions, on ne pourra pas stabiliser ça en post-prod et donc il va falloir utiliser quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Ici, j'ai le système TiltaFloat, c'est une sorte de Steadicam. Comme tu peux le voir, ça me permet vraiment de soulager complètement les bras et tout va reposer au niveau de cette ceinture sur le dos. Bon, le petit désavantage quand même, c'est que ça reste pas non plus un gilet intégral comme on peut retrouver avec un Steadicam, donc c'est vrai qu'on le sent quand même pas mal au niveau du dos. Mais bon, le gros avantage de ce système, c'est qu'on a ce bras et donc ça permet vraiment d'absorber les vibrations et ce qui fait que quand je vais marcher pour faire un long travelling, ça sera complètement stable. Tu l'auras compris, avec ce genre de caméra, on n'est pas du tout run and gun et on ne tourne pas de la même manière. De 1, c'est beaucoup trop lourd, donc c'est compliqué. De 2, c'est vraiment pas pratique. À chaque fois que tu veux faire un plan spécifique, tu es obligé d'installer toute une config. Attends, c'est vrai que depuis le début, tu nous as même pas parlé des menus, de l'ergonomie générale, les possibilités d'enregistrement. Alors oui, c'est simple, c'est juste une dinguerie. Attends, mais t'as pas filmé là? Si, c'est juste que j'étais en mode pré-enregistrement. Du pré-enregistrement sur une caméra de 2016? Et ouais, et en plus tout ça en RAW. En termes de résolution et framerate, il n'y a pas de limitation. Encore une fois, il n'y a pas de crop particulier ou quoi. Tu fais ce que tu veux. Enfin si, il y a une histoire de crop et c'est vraiment le problème sur les raids de manière générale. Et c'est pas le cas d'ailleurs sur le Nikon ZR, c'est une de ses exclusivités, c'est un gros atout. Sur une raid, en fait, quand tu vas baisser en résolution par rapport à la résolution native du capteur, donc par exemple quand je vais passer en 4K sur mon modèle qui est en 5K, automatiquement on va cropper pour avoir la résolution exacte qui correspond à de la 4K. Puisque en fait on est vraiment sur un capteur 5K, pas plus, pas moins. Et donc quand tu veux faire de la 4K, lui il va pas faire d'échantillonnage particulier ou quoi, il va simplement cropper un petit peu et forcément, et c'est ce que je te disais par rapport à tout ce qui est haute cadence de prise de vue, effectivement tu peux faire 301 images par seconde en 2K, mais c'est en 2K, donc sur un capteur Super 35 de la 2K, ça correspond à une surface qui est vraiment microscopique et donc tu vas perdre beaucoup en qualité. Donc de manière générale, on évite de baisser en résolution. Ça n'existe pas la logique de je vais baisser en résolution pour économiser de l'espace de stockage. Non, si tu veux gagner de l'espace de stockage, tu as la possibilité de compresser ton RAW jusqu'à 22:1. L'ergonomie générale, l'interface de prise de vue, une fois que tu es familiarisé avec, c'est simple, c'est juste une dinguerie. Si tu es quelqu'un de technique, enfin logiquement tu es censé être quelqu'un d'assez technique si tu as ce genre de caméra, et en fait c'est tellement bien optimisé et puis la manière de shooter avec c'est tellement simple. Les outils d'exposition et de mise au point qu'on retrouve maintenant sur nos moniteurs et tout ça, c'était des outils qui étaient propres à Red et c'est tellement simple d'exposer avec, de faire sa mise au point et tout ça. Lorsque tu veux visualiser tes clips, que ce soit sur l'ordinateur mais aussi dans la caméra, c'est simple, tu as accès à toutes les métadatas, mais toutes, et tu peux également modifier tes ISO, ta balance des blancs dans la caméra alors que tu as déjà enregistré. Donc imaginons que tu visualises un plan, tu te dis je vais monter un petit peu mes ISO ou je vais modifier ma balance des blancs, et tu peux faire ça dans la galerie et toutes les métadatas vont être réenregistrées, comme ça sera réappliqué ensuite sur le logiciel de montage. Tu peux importer des luttes, tu peux créer des courbes directement dans la caméra, gérer la saturation, le contraste, littéralement tu peux faire de l'étalonnage sur la caméra. Les menus c'est tellement simple et complet, si toutes les marques pouvaient prendre exemple sur Red, tu as carrément une barre de recherche avec la notice pour chercher des fonctionnalités dans la caméra si jamais tu ne trouves pas. On a quand même sur la caméra 1, 2, 3, 4 boutons personnalisables et qui sont 100% personnalisables. Quand je dis 100%, c'est 100%. Tu peux tout mettre dessus, mais quand je te dis tout, c'est tout, littéralement. Et tu as également des combinaisons de touches, donc si j'appuie 2 fois sur le bouton, si je fais un appui long, etc. Tu que 4 boutons, mais en fait, en termes de prise de vue, il y a assez peu de choses à toucher, puisqu'une fois que tu as géré ta résolution et ta cadence d'image et ton obturateur, normalement, c'est quelque chose qui bouge assez rarement, y compris la compression. Et en fait, il y a
rien à gérer. La balance des blancs, les ISO, c'est de la metadata. La gestion de l'interface, des raccourcis, de l'OSD. Donc l'OSD, c'est les informations que tu vas afficher à l'écran, 100% personnalisables, que ce soit pour l'écran, mais également pour les sorties SDI et HDMI. Tout est indépendant. Tu peux paramétrer des choses indépendantes pour l'écran top, l'OVF, puisque oui, tu peux avoir un EVF et un écran avec des affichages différents, le SDI et puis l'HDMI. Alors par contre, le SDI, c'est de la 3G, on n'est pas sur une sortie haute résolution. Voilà, tu seras sur un affichage en HD. Je te parlais tout à l'heure de connectiques professionnels, et les voilà. Alors là, on est sur l'expander de base, donc on n'a pas non plus beaucoup de connectiques. Mais voilà, tout est sécurisé, c'est que des connectiques professionnels, sécurisés, universels. La caméra peut alimenter tous les accessoires autour, tu n'as pas besoin de rajouter une batterie supplémentaire. Sur le dessus, on a un port d'étape et puis tu peux également ajouter des sorties LEMO. Cette caméra, c'est littéralement un ordinateur portable, mais de 2016, donc ça met du temps à s'allumer, il faut que ça préchauffe. Bien sûr, quand la caméra est allumée, tu as la possibilité d'enregistrer directement, même si le capteur n'est pas préchauffé et maintenu à la bonne température. Mais ça va avoir une influence sur le grain, le bruit dans l'image. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fonction de la température du capteur, le bruit, la texture que tu vas avoir, va être différent. Pour avoir moins de bruit à l'image sur une caméra, il est nécessaire que le capteur il soit froid, le plus froid possible. Mais le problème, c'est que comme la caméra elle chauffe, c'est compliqué de maintenir ce capteur à une température très froide, voire même négative. Et donc en fait, ce que la caméra elle va faire, c'est qu'elle va préchauffer, elle va chauffer, et puis après elle va maintenir le capteur à une certaine température. De manière générale, c'est 36-38 degrés. Et toute cette configuration du capteur, c'est entre autres ce que l'on appelle le black shading. Et il faut le faire en fait quand tu vas changer de conditions d'exposition et aussi de température. Par exemple, si tu filmes dans un endroit qui est très froid, il faut refaire le black shading en fonction de la température de tournage. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de la qualité d'image ? Puisque depuis le début de cette vidéo, je fais que cracher sur cette caméra. C'est lourd, c'est pas pratique. Mais par contre, tout le reste, c'est juste du kiff. La richesse de l'image est juste incroyable. On a une profondeur de couleur qui est enregistrée en 16 bits. Il n'y a que Red qui propose ça. Enfin non, il y a aussi Sony sur la Burano et la Venice. Mais mis à part ces modèles-là, c'est tout. Et je peux te dire que la différence entre du 10 et du 16 bits, en plus de bien évidemment de la color science de Red, c'est quand même un truc de ouf. Oui, en plus d'être en RAW en 16 bits, forcément le capteur il a une dynamique de fou. Si tu t'y connais pas trop, on a vraiment une meilleure dynamique sur cette caméra par rapport à ma FX3. Là-dessus, c'est un autre niveau. En plus, on peut enregistrer en HDRX. Donc combiner plusieurs images capturées en même temps à des expositions différentes. Bon, ça c'est un autre délire, je vais pas en parler dans cette vidéo, d'autant plus qu'il y a des avantages et des inconvénients. En ce qui concerne la sensibilité ISO, les performances en basse luminosité, je dois dire que c'est vraiment l'une des choses qui a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Tu vois, quand je compare l'image de la Komodo X avec la Red comme ça, je vois vraiment pas la différence. Mais par contre, quand je vais commencer à faire des essais en basse luminosité ou pourquoi pas filmer à haute vitesse sans forcément avoir l'éclairage adapté, c'est là où on voit qu'il y a vraiment eu un gros gain de jour dans la forêt. Même quand tu vas faire de la haute vitesse dans la forêt jusqu'à 150 images par seconde, franchement c'est propre. Dans le pire des cas, tu vas avoir un peu de bruit, tu mets un denoise, c'est bon, c'est terminé. En définitive, forcément tu l'as vu tout au long de cette vidéo, on n'est clairement pas sur une caméra à utiliser tout seul. Et si tu l'utilises tout seul, il faut avoir la condition physique et il faut pouvoir avoir le temps aussi. Il faut le temps de faire ses essais caméra, de pouvoir la riguer, que tout soit prêt le jour du tournage. Pour le tournage, forcément, on n'est pas run and gun, ça prend quand même du temps. Si tu viens à faire des plans en mouvement, il faut toute la machinerie qui va avec. Mis à part ça, c'est du kiff. Je suis très curieux d'avoir ton avis dans les commentaires de ce que tu en penses, de tout le workflow qui va avec, si tu as déjà pu essayer ce genre de caméra. Je vais faire encore des vidéos sur cette caméra pour te parler de pas mal de choses, parce que c'est vrai que là, je t'ai vraiment fait un résumé très court. Allez, sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!